Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'espère... Non, je sais plus parler. Bonjour. Ça fait 15 000 fois que je refilme cette intro parce que je sais plus parler, comme à chaque fois. Dès que je pose cette caméra pendant plus d'une semaine, après je suis totalement déboussolée. Une fois n'est pas coutume, mais bon, ça va revenir tout seul, c'est comme le vélo. Peut-être. Je suis pas remontée sur un vélo depuis longtemps non plus, donc je ne sais pas. Bref, bonjour. Je commence déjà à m'éparpiller, vous connaissez, c'est pas grave. Alors, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Comme vous avez vu dans le titre, pour faire un petit récap de mes lectures de mars, puisqu'on est début avril, donc ça tombe bien. Alors, mars, qu'est-ce qui s'est passé niveau lecture? J'ai lu 8 livres, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas dit de bêtises. Si vous avez vu ma vidéo précédente de récap lecture, donc de mes lectures de février, vous avez pu voir que le mois de février c'était un super mois de lecture. J'ai vraiment eu que des lectures que j'ai adoré, que des livres qui étaient vraiment des coups de cœur quasiment tous. Donc je me doutais que après un mois aussi parfait, il allait bien avoir un moment où ça allait chuter. Et on a chuté en mars parce que là, bon, ça aurait pu être une chute plus catastrophique. En vrai, ça va. Je crois que je suis pas descendue en dessous de 2 étoiles, donc ça va encore. Mais par rapport à février, c'est clair qu'il y a quand même 2 salles, 2 ambiances. Donc bon, c'était un mois un peu moins bien en termes de qualité de lecture, en tout cas de mon point de vue, parce que peut-être que vous avez adoré tous les livres que je vais vous montrer. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais en tout cas, moi j'étais un peu déçue dans l'ensemble. Mais j'ai quand même eu des livres qui ont un peu sauvé tout ça. Donc on va repartir à partir du livre que j'ai le moins aimé ce mois-ci. Et on va terminer sur celui que j'ai préféré. Donc c'est parti. Et on commence avec mon premier 2 étoiles qui aurait peut-être même mérité moins d'ailleurs, mais je pense que j'avais le cœur généreux parce que je l'ai lu en vacances. Et il s'agit de Pension Vanillos de Agatha Christie. Donc c'était le premier livre d'Agatha Christie que je lisais de ma vie et c'était pas une super entrée en la matière pour moi. Donc contexte, je partais au ski et du coup je me suis dit quoi de mieux que de lire un petit polar, de tester un petit Agatha Christie, surtout que celui-ci est super court. Il faisait 280 pages, donc je me suis dit c'est parfait pour les vacances. En plus moi tout ce qui est Hercule Poirot et tout ça me fait toujours penser aux vacances parce que justement quand j'étais plus jeune ma mère regardait souvent ça quand elle était en vacances à la télé et du coup je regardais en fond, donc du coup voilà c'était un peu la vibe nostalgique. Je me suis dit parfait, je vais lire mon premier Hercule Poirot et ça a pas pris du tout. Donc qu'est-ce qui se passe dans Pension Vanillos? On est dans une pension en Angleterre si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup d'étudiants et de jeunes adultes qui y résident, sauf qu'il commence à y avoir plein de vols qui sont commis et d'objets qui disparaissent jusqu'à ce que ça escalade et que ça en arrive au meurtre. Évidemment, Hercule Poirot va enquêter sur tout ça. Alors ce qui m'a déplu dans ce livre, c'est tout simplement que ça m'a vraiment pas tenu en haleine dans le sens où je voulais absolument pas savoir ce qui se passait. En tournant les pages, ça m'intéressait pas, je trouvais ça très plat, très mou et ça manquait de substance. Et donc dans un livre qui est un livre policier, le but c'est quand même de vouloir tourner les pages et de vouloir comprendre ce qui se passe. C'est quand même un gros problème et surtout ce qui m'a fait considérablement chuter la note, c'est que il y a énormément de clichés, de stéréotypes racistes. Alors ok, je veux bien qu'on met le livre dans son époque, etc. Mais quand même, c'était vraiment dérangeant à lire. C'est beaucoup de choses qui font que c'était vraiment un flop. Donc le premier flop, c'est celui-ci. Je sais pas si je redonnerai sa chance à Agatha Christie. Peut-être que je devrais en lire des plus connus, mais ça m'a vraiment pas donné envie. Donc bon, peut-être dans quelques années, mais en tout cas, Agatha Christie, désolée, ce sera pas avec moi. Et pour un deuxième flop ce mois-ci, alors ça c'est vraiment un gros flop aussi et il faut savoir que je m'attendais un peu au flop parce que j'ai été déterrer le livre que j'avais depuis le plus longtemps dans ma bibliothèque sans jamais l'avoir touché et il s'agit de California Girls de Simon Liberati. Je l'avais acheté à sa sortie donc en 2016 d'après mes recherches, donc ça faisait vraiment longtemps qu'il était là et je me doutais qu'avec toutes ces années ce serait peut-être plus le genre de recherche, enfin le genre de livre que je recherche, donc je me suis dit on va quand même le tenter pour le sortir de cette bibliothèque une bonne fois pour toutes, mais j'avais quelques appréhensions et effectivement je pense que je l'aurais pas acheté si je l'avais vu maintenant parce que en fait qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Il se passe qu'on suit 3 jours dans la secte La Famille, donc la secte de Charles Manson, donc 3 jours qui ont été totalement romancés, je sais jamais lequel est différent de l'autre. Romancé, romantisé, il n'y a pas de romance, enfin si un peu, mais mal faite, bref.
Bon, ça a été mis en fiction quoi, vous avez compris. Toujours un manque de vocabulaire assez terrible, mais bon, ça aussi vous avez l'habitude. Bref, du coup, ce qui se passe dans ce livre, donc, c'est qu'on est 3 jours avec la secte La Famille et tout a été écrit sous forme de fiction. On suit, d'après ce qu'on nous promet en tout cas, on suit surtout les filles qui font partie de cette secte, qui sont de très jeunes filles, souvent des adolescentes. Et voilà, en fait, moi j'ai jamais su vraiment comprendre le but du livre, qu'est-ce que l'auteur cherchait à nous faire comprendre, à nous faire voir. En fait, j'ai jamais compris où est-ce qu'on nous emmenait clairement, et ça m'a énormément dérangée. Et j'aurais jamais acheté ce livre maintenant, justement parce que je pense que justement rendre fictif des événements tels que ceux-là, avec des personnages, enfin du coup des personnes en l'occurrence qui étaient si jeunes, je pense que justement j'aurais trouvé avec mon œil actuel ça trop dérangeant. Mais bon, quand je l'ai acheté en 2016, j'avais pas forcément cet avis là-dessus. Et effectivement mes craintes se sont confirmées parce que je trouvais ça extrêmement dérangeant et je trouvais ça carrément voyeuriste en fait comme livre. Et justement le fait que je comprenne pas le but derrière tout ça, ça m'a juste donné l'impression qu'on était vraiment sur la volonté voilà de se poser là et d'être vraiment des voyeurs d'un truc vraiment crade. Et vraiment ça m'a vraiment dérangée, mais pas genre lire un bon thriller où on se dit waouh on est dérangé mais en même temps il y a un truc derrière. Là c'était juste dérangé gratuitement. J'ai vraiment pas aimé du tout l'expérience. Je pense que pourtant il y aurait pu avoir des bonnes choses si vraiment l'auteur avait choisi une secte totalement fictive, même en se rapprochant des événements qui ont vraiment eu lieu. Mais là du coup à chaque fois j'avais en tête le fait que c'était des vraies personnes, il y avait des vraies victimes, qu'en plus c'est des adolescentes et ça rend le truc très dérangeant. Mais vraiment, j'ai trop dit le mot dérangeant mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, ça m'a forcément déplu, ça m'a fortement déplu. Je lui ai mis 2 étoiles. Je trouvais quand même qu'il y avait des choses à garder comme je vous ai dit, mais du coup pas dans ce contexte. Par exemple, les choses que que j'aimais bien, c'est que pendant que les événements étaient racontés, pendant qu'ils étaient commis, on avait directement des paragraphes sur ce qui se passait au procès et les conséquences directes de tout ce qui se passait au fur et à mesure. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Mais voilà, tout le contexte, tout ce qu'il y a autour fait que vraiment pour moi c'est pas possible. Donc c'est un 2 étoiles et c'est un 2e flop pour moi ce mois-ci. Alors maintenant on va passer aux 3 étoiles avec un petit livre d'Annie Ernaux qui est Une femme. Donc Annie Ernaux, c'est ma 2e lecture d'elle. J'avais lu L'événement l'année dernière qui m'avait beaucoup marqué, donc l'événement qui racontait un avortement clandestin. Et là Une femme, donc Annie Ernaux, c'est justement, elle a reçu un prix Nobel de littérature. Tous ses livres sont assez courts et sous format un peu journal intime. Et donc dans Une femme, elle parle de sa mère juste après la mort de cette dernière. Donc je m'étais dit, ça aussi je l'ai lu en vacances et je m'étais dit justement, je partais avec ma mère, je sais pas, j'étais un peu dans une vibe comme ça. Voilà, on parle d'enfance, on parle de maman, je me suis dit ça va bien correspondre. Donc ça se lit très vite, il fait à peine, pour pas vous dire de bêtises, il fait 105 pages, donc c'est vraiment très très court. C'est un livre qui a de belles phrases, des belles tournures poétiques, etc. Après, je trouvais que, mais ça je pense que c'est la plume d'Annie Ernaux qui fait ça, qui a un côté très détaché de tout. Et justement dans un récit où elle parle de sa mère, j'aurais peut-être aimé un peu plus d'elle-même, un peu plus de sentiments. Après c'était pas une mauvaise lecture, surtout que ça se lit vite, comme je vous ai dit il y a des belles phrases. Après c'est pas un livre qui m'a énormément marqué ni transcendé, mais je pense continuer à lire des livres d'Annie Ernaux parce que justement ils sont courts, c'est des livres sympas à intercaler, ça me fait de la culture en plus, donc je donnerai sa chance à d'autres livres. Mais en tout cas Une femme, ce sera clairement pas mon préféré d'elle, mais je pense qu'il vaut un 3 étoiles tout simplement, voire un 3,5. Mais bon, en tout cas c'est pas non plus un coup de cœur, donc voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre en mars? J'ai décidé de replonger dans les classiques. Donc après avoir lu Jane Eyre de Charlotte Brontë, ce mois-ci j'ai lu Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Puisque j'avais entendu énormément de choses sur ce livre, je me suis dit ça risque d'être vraiment un livre que je vais adorer, mais je suis un peu passée à côté. Je lui ai accordé 3 étoiles parce que en fait j'ai pas apprécié ma lecture plus que ça. J'ai trouvé ça très long, je me suis beaucoup forcée à avancer dedans. Et du coup j'étais déçue de pas forcément l'apprécier parce que justement je sais que c'est vraiment un classique, un chef-d'œuvre pour beaucoup de personnes et en soi je peux comprendre pourquoi c'est vu comme un chef-d'œuvre. Je pense que j'ai pu comprendre certains messages justement que Emily Brontë voulait dire, ce qu'elle veut dénoncer par rapport à sa société, au mariage, à la condition de femme, à beaucoup de choses, et ça je trouvais ça très bien, c'est pour ça que j'y accorde quand même 3 étoiles. Mais dans l'ensemble je trouvais ça assez long, beaucoup de dialogues que je trouvais lourds et vraiment j'avais envie de passer à autre chose, donc ça m'a énormément embêtée.
Donc pour vous dire qu'est-ce qui se passe dans Les Hauts de Hurlevent, on va suivre l'histoire de Catherine du coup qui est une jeune femme qui a été élevée avec un frère adoptif. C'est juste un jour où son père lui a ramené un orphelin avec qui elle a été élevée et son frère adoptif développe des sentiments pour elle, etc. Sauf que Catherine va décider de se marier à un autre. Mais on va se retrouver dans un genre de huis clos avec plusieurs personnages qu'on va suivre tout au long, des familles qui vont être entrecroisées et qui vont au fur et à mesure causer leur propre destin pas très joyeux. Je suis habituée à lire des trucs déprimants, mais celui-ci m'a vraiment fait bader comme pas possible. Donc voilà, j'ai été vraiment très dérangée avec ce livre. J'avais vu des gens qui en parlaient comme une histoire d'amour. J'espère que ces gens vont bien parce que je vois des histoires de domination, des histoires de pouvoir et des histoires vraiment tristes derrière tout ça. Mais alors l'amour n'est clairement pas au cœur de ce livre. Si vous attendez un livre d'amour, ne lisez pas ça. Enfin moi je trouve ça vraiment dérangeant si on romantise la relation avec Catherine et son frère adoptif. Elle est vraiment malsaine tout du long. Donc voilà, beaucoup de choses qui m'ont dérangée. En même temps je comprenais les messages, je comprenais les raisons du dérangement, mais tout ce qui a été longueur et ennui, ça vraiment, ça l'a pas fait pour moi. Voilà, j'ai pas réussi à m'accrocher à ce livre malheureusement. Bon après je retiens le fait que c'est un bon livre, effectivement je comprends que des gens puissent vraiment trouver que c'est un chef d'œuvre, mais la mayonnaise a pas pris avec moi, donc tant pis, j'ai préféré Charlotte Brontë à Emily, désolée. Alors ensuite on va passer à deux livres que je vais vous présenter en même temps parce que c'est la suite. Malheureusement je ne les ai pas trouvés dans le même format, ça m'a beaucoup fâché, mais bon c'est comme ça. Et il s'agit de La femme de ménage et Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden. Donc deux thrillers que j'ai vraiment adorés pour le coup. Ceux-là je leur ai donné 4 étoiles à chacun. Alors bon, peut-être que c'est 4 étoiles un peu surnotées parce que j'étais vraiment super emballée. Je vois bien tous les défauts de ces livres pour le coup. Bon, je vais déjà vous dire de quoi ça parle, même si c'est des livres qui ont pas mal tourné sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Donc qu'est-ce qu'on suit dans La femme de ménage? On suit la vie de Millie qui sort de prison et qui cherche un emploi et qui en trouve un en tant que femme de ménage, comme le dit le titre, dans une très riche famille où il commence à se passer des choses très bizarres, surtout dans le comportement de la femme, alors que le mari est très gentil, etc. Donc Millie loge chez le couple, justement. Il faut que j'arrête de dire justement, c'est encore un nouveau tic de langage, c'est terrible. Donc Millie loge chez ce couple riche, elle loge dans leur grenier et elle réalise que parfois elle a l'impression que quelqu'un l'enferme à clé dans ce grenier. En tout cas il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent, etc. etc. Je vous en dis pas plus parce que c'est un thriller, donc voilà. Et dans Les secrets de la femme de ménage, bah, c'est la suite tout simplement des années après les événements du premier livre. Bon, c'est très similaire finalement à ce qui s'est passé dans le 1. On est beaucoup moins surpris parce que je trouve qu'on voit un peu les choses venir, l'histoire est un peu semblable. Mais bon, j'ai lu les deux quasiment à la suite. Je trouvais que c'était un thriller qui a certes beaucoup de lacunes, mais en même temps c'était vraiment le genre de lecture plaisir coupable que j'avais juste envie de dévorer à fond, même si je voyais bien des trucs qui étaient totalement invraisemblables, des trucs qui tenaient pas la route, certaines faiblesses dans l'écriture, etc. Mais en même temps, je pouvais pas reposer ces livres. Donc rien que pour ça, je trouve que ça mérite bien un 4 étoiles parce que bon, c'est le but d'un thriller. Je pense que vraiment, je suis en train de trop aimer les thrillers alors que c'était pas spécialement mon style. Enfin, j'en lisais pas beaucoup, je m'intéressais pas trop. Mais là, vraiment, j'ai envie de lire plein de thrillers. Et c'est certain que je vais lire plein d'autres livres de Freda McFadden. Je vois qu'il y en a pas trop qui ont été traduits en français, donc je les achèterai peut-être en anglais. Mais en tout cas, gros coup de cœur. Je trouve que vraiment, c'est une plume qui est très fluide. Il y a pas mal de plot twists. Je les ai pas tous vus venir, donc j'étais assez contente. J'en ai vu venir très peu d'ailleurs. Bon, dans le 2, comme je vous ai dit, on les voit beaucoup plus venir parce qu'on comprend la mécanique. Mais dans le premier, j'étais pas mal surprise, donc j'étais super contente pour ça. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on demande en lisant un thriller. Donc voilà, ça c'est carton plein, 4 étoiles. Bon, j'ai pas mis 5 parce que c'était pas non plus le coup de cœur, mais c'était quand même des très bonnes lectures. Donc ça, je pense qu'il y en a un troisième, si je dis pas de bêtises, qui va sortir d'ailleurs bientôt. Donc j'ai hâte de le lire aussi, même si je pense que j'ai compris les mécaniques, mais je foncerai quand même l'acheter. Voilà, c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai un deuxième 4 étoiles, enfin du coup un troisième, puisque c'était 2 livres, bon, vous avez compris. J'ai un autre 4 étoiles, il s'agit du livre I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, qui a été traduit ce mois-ci ou le mois dernier en français, il me semble, en plus. D'ailleurs, là j'ai pris l'édition anglaise avec la couverture rigide, c'est vraiment trop beau. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais j'aime trop là, avec, si j'enlève cette petite tranche brillante, bon forcément le focus se fait pas. Mais bon, bref.
peu importe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? C'est tout simplement l'autobiographie de l'actrice Janet McCurdy, qui est une actrice Nickelodeon, enfin qui a arrêté sa carrière. Nickelodeon, je sais pas comment je suis censée le prononcer. J'avais pas cette chaîne quand j'étais petite, donc voilà. Mais bon, en tout cas, moi j'ai jamais spécialement regardé de choses avec elle. Elle a fait la série iCarly et elle a fait la série Kat et Sam, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre du titre, avec Ariana Grande. Et elle a arrêté totalement sa carrière d'actrice en 2016. Je suis pas sûre de ce que je dis. Je me suis très mal renseignée, mais en tout cas elle a arrêté sa carrière d'actrice il y a quelques années et donc là elle a publié son premier livre qui a aussi fait beaucoup parler de lui, I'm Glad My Mom Died, où en fait elle raconte justement sa relation compliquée avec sa mère justement qui voulait absolument devenir actrice, qui n'a jamais réussi à l'être et qui a donc absolument voulu que sa fille soit un enfant star. Et je trouve le sujet super intéressant, surtout là dans le contexte d'une autobiographie où clairement on a son expérience. Et ce que je trouvais très intéressant et très intelligent surtout, c'est qu'on a vraiment ce regard qui évolue au fur et à mesure, puisque on voit vraiment dans la première moitié du livre ce regard de petite fille, ce regard vraiment innocent où Janet pardonnait à sa mère parce que c'est ce qui se passait à cet instant-là, et on voit au fur et à mesure la prise de conscience qui se fait dans son cerveau et son regard qui change, son analyse qui change, et je trouvais ça vraiment bien de pouvoir le retranscrire pas à pas comme elle a pu le vivre, et pas juste d'avoir toujours le regard actuel sur toute cette histoire. Donc tout ça je trouvais ça très bien. Ça parle aussi pas mal de sujets lourds, ça parle aussi des troubles alimentaires par exemple. Janet McCurdy a clairement pas eu une vie facile, je lui ai mis 4 étoiles parce que, alors c'est peut-être un peu dur noté, mais je trouvais que vers la fin ça allait vraiment trop vite sur les événements qui étaient racontés, surtout qu'il s'est passé à nouveau plein de choses, et carrément si on avait été dans de la fiction, je me serais dit bon là l'auteur fait nimp, il y a trop de trucs, ça devient invraisemblable. Sauf que je peux pas avoir ce jugement-là parce que c'est une autobiographie, donc c'est sa vraie vie. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle a vraiment pas eu une vie facile. Mais dans tout ce qui est événements de la fin, justement, avec tous ces gros événements qui reviennent, je trouvais que c'était un peu balayé trop vite. Donc du coup, ça m'a un peu dérangée. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon livre qui mérite 4 étoiles, voire 4,5. C'est une bonne lecture, je vous la recommande. En tout cas, si vous avez le cœur accroché pour les sujets qui sont traités, pour les relations familiales compliquées et pour tout ce qui est troubles alimentaires, etc. et beaucoup d'autres thèmes. Mais en tout cas, c'est un livre super intéressant. Et enfin, on va terminer avec mon coup de cœur du mois de mars, mon seul 5 étoiles. Et il s'agit du livre Mungo de Douglas Stewart. J'ai adoré ce livre, vraiment. J'arrête pas d'y penser. Je l'ai lu il y a pas longtemps. C'est mon dernier livre que j'ai lu en mars. Et vraiment, je l'ai trop adoré. J'arrête pas d'y penser encore maintenant. Et du coup, quand un livre continue un peu de vivre en moi alors que je l'ai terminé, je sais que là, j'ai fait une bonne lecture, vraiment un vrai coup de cœur. Donc Douglas Stewart avait écrit aussi le livre Shuggie Bain, qui était son premier livre et que j'avais lu le mois dernier. Et donc ce mois-ci, j'ai lu Mungo, qui est son deuxième livre, le plus récent. Il me semble qu'il en a écrit que 2 d'ailleurs. Mais en tout cas, j'espère qu'il va en écrire d'autres parce que vraiment, j'adore. Donc qu'est-ce qui se passe dans le livre Mungo? On suit l'histoire d'un personnage donc, qui s'appelle Mungo. C'est un garçon de 15 ans. Donc il vit à Glasgow dans les années 90 dans un climat de guerre de gangs, de pauvreté, de choses assez complexes. Il y a pas mal de thèmes très récurrents pour l'auteur Douglas Stewart, en tout cas entre ces 2 livres, parce qu'on est encore dans un climat où on est dans une famille dysfonctionnelle. On parle d'alcoolisme, d'une mère alcoolique à chaque fois, une relation conflictuelle avec la famille, les frères et sœurs, etc. Et surtout on est sur un protagoniste jeune qui découvre son homosexualité, donc qui est aussi un thème récurrent, mais tout ça en fait c'est des éléments de ce que j'ai lu en tout cas qui sont autobiographiques justement de l'auteur, donc je pense que c'est pour ça qu'il les insuffle dans ses histoires. Et donc qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce livre? Mungo, donc qui a 15 ans et qui est protestant, va développer des sentiments pour James, qui est un catholique du même âge que lui. Donc évidemment ça va pas du tout se passer bien parce que son frère, le frère de Mungo, appartient est le chef même d'un gang qui se bat contre les catholiques. Donc beaucoup de choses qui ne vont pas, surtout que l'homosexualité à Glasgow dans les années 90, bon voilà, beaucoup d'éléments qui font que forcément c'est compliqué.
Et donc on est dans un cadre où quand la mère de Mungo découvre son homosexualité, elle décide de l'envoyer dans un camp artisanal. Tout simplement en fait elle décide de faire confiance à deux alcooliques qu'elle a rencontrés aux alcooliques anonymes qui viennent de sortir de prison tous les deux pour des faits un peu troubles qu'ils ne disent pas tout de suite. Ils décident en fait de lui faire une thérapie de conversion en faisant du camping dans la nature. Donc voilà. Donc on est dans un livre où il y a beaucoup de flashbacks parce que ça se passe donc à la fois avec tous les événements qui vont mener Mungo à découvrir qui il est et à sa rencontre avec James et les sentiments avec James, et en parallèle on a justement tout cet épisode dans la forêt avec ces deux hommes qui lui font sa thérapie de conversion et Mungo justement qui va lutter pour survivre et pour s'en sortir, pour sortir de là. Donc en tout cas c'est un récit qui est lourd forcément puisque de par les thèmes traités c'est forcément quelque chose de difficile, c'est une lecture complexe mais en même temps c'est un livre que j'ai trouvé très poignant. Je trouvais que le personnage de Mungo était vraiment extrêmement attachant, extrêmement bien écrit. Après la plume de Douglas Stewart est assez bizarre dans le sens où c'est vraiment il y a le jargon écossais, c'est très brut etc, mais je m'étais habituée à ça justement en lisant Shuggy Bain, donc je savais à quoi m'attendre, donc je pense que j'ai pas eu cet effet de surprise avec Mungo, mais en tout cas dans l'ensemble je trouvais que c'était vraiment un récit qui prend aux tripes tout simplement, et je vous le conseille vivement en tout cas si c'est des thèmes qui peuvent vous intéresser et que vous n'êtes pas trop effrayé par les lectures difficiles. Mais bon en tout cas je trouve que c'est vraiment un livre génial, et j'espère vraiment que Douglas Stewart va écrire d'autres livres parce que je les lirai, ça c'est certain. Donc voilà, ça Mungo c'est vraiment le coup de cœur du mois, un coup de cœur difficile mais un coup de cœur vraiment vraiment beau. Au final, j'ai oublié de vous dire que ce que j'avais adoré aussi dans ce livre, c'était tout simplement qu'on retrouvait la vibe de la série Shameless. En tout cas, je trouvais énormément qu'on retrouvait cette vibe, autant par les thèmes que par l'ambiance générale. Et moi, c'est une de mes séries préférées. Donc du coup, juste pour avoir l'impression d'avoir un peu cette plongée dans une de mes séries préférées, bah forcément, ça a joué sur le fait que j'ai adoré cette lecture. Donc une fois de plus, si vous voyez la série Shameless, vous voyez un petit peu l'ambiance de ce livre, et dites-vous que c'est bien plus sombre et bien plus dur que Shameless, mais en même temps il y a tout ce côté Shameless tout simplement. J'ai trop dit le mot Shameless, mais du coup vous avez compris que ça faisait penser à Shameless. Donc en tout cas c'est terminé pour cette vidéo lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que peut-être qu'on partage les coups de cœur communs même s'il y a peu de coups de cœur dans cette vidéo. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.